sais qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui, sans faire appel à moi ou d'autres personnes, sont plus calés sur les solutions éventuelles à apporter à leurs problèmes de santé que les médecins eux-mêmes. Quand la physiologie, je le ressentis comme ça, et seulement à 20 ou 30%, en fait, on vit pas à 100%. On survit, en fait, indirectement. Parce que c'est comme si on avait les jambes cassées, les deux bras cassés, mais que ça se voit pas. La formation des médecins, elle est plus alignée à la demande d'aujourd'hui, auquel la médecine n'arrive pas à répondre et auquel les médecins ne sont pas formés. On se rend pas compte à quel point on est mal en point. Enfin, il y a un coup d'opportunité à ne pas aller bien. Ça ralentit vraiment tout, quoi. La prise de décision. Ancien champion du monde de bodybuilding, il a passé une vingtaine d'années à étudier la physiologie. Aujourd'hui, il accompagne ceux qui repoussent leurs limites, entrepreneurs et sportifs de haut niveau. Son approche, transformer ton corps en levée de croissance. Voici Laurent Erasme. Et maintenant, place à la masterclass. Bienvenue sur le podcast. Laurent, bonjour. Merci Simon. Laurent, bonjour. Pour rappel, donc le podcast Entreprendre à investir, l'objet, c'est de faire intervenir des personnes qualifiées sur des sujets très pertinents et qui soient à haute valeur ajoutée. Donc aujourd'hui, ça va vraiment être pour moi une masterclass. Je pense que ça va avoir de l'impact et c'est pour ça que je fais tout ça. Ça me tenait à cœur de recevoir Laurent parce que c'est quelqu'un qui m'accompagne déjà à titre personnel. J'ai pu expérimenter aussi son expertise depuis, ça fait un an. Ça fait un an maintenant. Et au-delà de ça, ça fait aussi quelques années que je suis de loin son travail. Donc, je suis ravi de t'avoir aujourd'hui avec nous, Laurent. Est-ce que tu peux te présenter un petit peu ? Merci Simon. Écoute, je sais que dans les réseaux, pas mal de gens me connaissent, mais c'est vrai que tout le monde ne connaît pas forcément mon parcours qui est atypique. Et encore, le mot est faible parce qu'à la base, j'ai pas fait d'études, on va dire, directement médicales. Et j'expliquerai aussi pourquoi je les ai pas faites, parce que j'aurais pu le faire à tout moment, mais je n'ai pas voulu. En fait, à la base, moi, j'ai une formation de juriste. C'est-à-dire que j'ai une maîtrise en droit public que j'ai faite après mon bac. En France, c'était en 91, donc ça remonte. Donc j'ai maîtrise en droit et après j'ai fait un bac, j'ai fait un DESS, donc un diplôme d'études supérieures, en sécurité police société que j'ai pas finalisé parce que j'étais obligé de partir à l'armée, hein. J'avais 24 ans, donc j'avais le report qui était arrivé à son maximum. Donc voilà, et après j'ai exercé différents métiers assez variés d'ailleurs, qui vont du fonctionnariat, donc fonctionnaire de police municipale, dans le privé. Donc j'ai été chef de service sécurité chez Carrefour. Donc j'ai été aussi formé dans le management, dans la sécurité incendie. J'ai également été gardien d'immeuble, donc dans le privé, de plusieurs résidences. Et j'ai également été indépendant. Et c'est là que j'ai découvert un petit peu ce qui était ma voie en fait, en faisant du marketing de réseau. Je pense que la plupart savent ce que c'est le marketing de réseau, le MLM, la vente directe. Et donc, fort de cette expérience-là, en fait, en parallèle, j'avais cette passion qui était pour moi le bodybuilding, mais à travers cette passion-là, il y avait aussi cette passion de la physiologie interne, de la compréhension du corps, de son fonctionnement, à tout point de vue, hein, que ce soit au niveau musculaire, que ce soit au niveau cérébral, anatomique, voilà, au niveau de tout ce qui peut se passer dans le corps, pour être au top en permanence. Parce que forcément, quand moi j'ai débuté le bodybuilding, c'était à la fois pour faire du muscle, mais aussi pour être en bonne santé le plus longtemps possible. Ça a toujours été mon leitmotiv, au-delà de l'aspect compétiteur. Et c'est d'ailleurs pour ça que j'ai mis un frein à ma carrière amateur. Je n'ai pas voulu passer professionnel parce que je savais qu'au-delà d'un certain niveau, si on veut l'atteindre, chose que j'aurais pu faire, là on met en danger sa santé. Donc voilà, c'était mon système de valeurs à moi et pas ma limite physique ou psychologique et qui m'a dit non, je ne veux pas aller dans cette voie-là. C'est pas mon but. Donc, le muscle, oui, mais pas au tout prix. Pas au détriment de la vie. Voilà. Donc, si tu veux, depuis l'âge de 23 ans, j'ai développé aussi cette passion pour tout ce qui est physiologie interne, donc avec mes premiers bilans sanguins, qui étaient des bilans basiques à l'époque, que me faisait faire même mon médecin de famille. Et après, j'ai découvert un médecin qu'on pourrait qualifier de médecin fonctionnel aujourd'hui, mais cette appellation n'existait pas. C'était le docteur Beck, qui était en banlieue toulousaine, qui est à la retraite maintenant, qui avait 7 spécialités en plus de son diplôme de médecine. Il était spécialiste en hormones, il était spécialiste en nutrition, en psychologie, psychosomatique, homéopathie, micronutrition, médecine du sport. Donc il avait 7 spécialités. Et c'est quelqu'un qui était très ouvert sur beaucoup de choses, comme le sont beaucoup aujourd'hui les médecins fonctionnels. Et je me rappelle d'une phrase qu'il m'a dit il y a très longtemps et qui m'a marqué. En fait, il m'a dit: je préfère que vous preniez les produits que vous prenez plutôt que de vous faire vacciner.
Donc, quand il m'a dit ça, j'ai compris en fait que, voilà, avec son intelligence, son recul, son expérience, c'est que voilà, aujourd'hui, on se rend compte que c'est pas forcément faux, on va dire, mais dans une certaine mesure. Donc voilà, donc cette passion-là m'a suivi jusqu'à faire de mon métier en 2011, mon métier de coach sportif au départ à la base. Et puis, je me sentais limité dans ce que je faisais parce qu'à un moment donné, forcément, tous les autres coachs sportifs faisaient la même chose. Et je voulais pas me limiter, si tu veux, à mettre en place des entraînements, des nutritions. Et j'avais besoin d'extruer davantage de choses. Et puis, je voyais aussi que la demande, elle évoluait. Et surtout, Ok. j'avais besoin aussi d'y répondre à cette demande-là. Donc j'ai fait une formation en naturopathie avec l'IFSH, qui n'existe plus malheureusement aujourd'hui en France. Et après, j'ai fait des formations avec des médecins en physionutrition, en mononutrition. Application clinique de la médecine fonctionnelle, ça c'était à Dijon en 2019. Et la dernière que j'ai faite avec le docteur Rédimond, la hormonale pratique médicale. Voilà. Ouais. Donc je vais continuer à me former. Je ne sais pas encore quelle formation je vais faire, mais j'en ferai forcément dans les années à venir. Parce que ce qui est important, c'est de toujours évoluer, de ne pas rester sur ses acquis, parce que tout évolue aussi au niveau de la longévité, des infos qu'on peut avoir, des choses qu'on apprend, des études qui se font. Donc voilà. Et donc du coup, c'est ça qui m'a amené à évoluer de coach sportif alors aujourd'hui difficile à définir parce que Ouais. on peut m'appeler expert en physiologie interne, euh, coach holistique pour certains. Voilà, c'est difficile. En fait, ça me va si on me donne pas de case parce qu'au final, je ne veux pas rentrer dans une case qui est déjà préétablie. Donc voilà, les gens me qualifient comme ils veulent. Mais ce qui compte plutôt pour moi, c'est vraiment de vraiment apporter, de Mm. contribuer à aider un maximum de gens à être au meilleur de leur forme et le plus longtemps possible. Totalement, très clair. Merci, c'est inspirant. Et ça répond à un vrai besoin et surtout quelque chose qu'on met de plus en plus en lumière. C'est on peut apprendre des choses, on peut avoir une expertise si on est profondément aligné avec ce qu'on fait. Et je pense qu'après, on devient naturellement doué. On passe vraiment de inconsciemment incompétent, inconsciemment compétent. Et après, ça va tout seul et on aide, on a de l'impact. Je pense que ça résout un vrai problème qu'on évoquait pas mal aussi en off. Et c'était un des sujets qui me tenait à cœur d'aborder avec toi. C'est vraiment ce qu'on a aujourd'hui maintenant qui est proposé en termes de qualité des soins en France et pourquoi on va le solliciter un Laurent, surtout. Il y a une vraie dissonance entre ce qu'on nous fait croire, c'est-à-dire qu'on a un système de santé, soit, je ne me permettrai pas de mettre une note de 1 à 10 parce que j'ai un vrai parti pris, et justement, je voulais t'entendre là-dessus. Qu'est-ce que tu penses justement du système actuel et de ce qui est proposé ailleurs? Et si tu peux nous faire un retour aussi sur pourquoi les gens viennent te voir principalement. Est-ce qu'ils ont déjà été dans le système traditionnel? Est-ce qu'ils ont trouvé une réponse? Spoiler non, c'est pour ça qu'ils viennent te voir. Est-ce que tu peux nous en dire un petit peu plus? Alors, aujourd'hui, j'ai 53 ans, donc j'ai pu observer, pas de manière précise, mais de manière générale, de manière globale, pas forcément comment évolue la médecine, parce qu'au final, elle n'a pas tellement évolué que ça. Ce qui a évolué, c'est le désir des médecins généralistes d'évoluer. C'est eux qui, petit à petit, montrent, on va dire, la limite de la formation de médecins aujourd'hui Mm. par rapport à la demande et par rapport surtout aux problèmes de santé qu'il y a aujourd'hui. Donc moi, je ne jetterai pas la pierre aux médecins, contrairement à ce qu'on pourrait dire, parce que malheureusement, aujourd'hui, la formation des médecins, elle est plus alignée à la demande d'aujourd'hui. Je fais exprès de dire demande parce que c'est pas forcément une demande par rapport au commercial, mais par rapport aux besoins. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de maladies chroniques auxquelles la médecine n'arrive pas à répondre et auxquelles les médecins ne sont pas formés, que ce soit les maladies auto-immunes, que ce soit les fatigues chroniques. Et en fait, si tu veux, l'approche, si tu veux, de ces pathologies-là, de ce problème-là, de ces problèmes-là, en fait, elle n'est pas forcément liée au médical, même si le réflexe du citoyen, ça va être d'aller voir le médecin. Et forcément, le médecin est souvent désemparé parce qu'il n'y a pas forcément euh, de diagnostic qui est posé parce qu'ils ne vont pas forcément aller chercher là où il faut. Et puis, il n'y a pas de spécialistes des maladies chroniques, comme il y a des spécialistes du foie, des spécialistes du cerveau, spécialistes de la thyroïde. Euh, Et il n'y a pas de spécialistes des maladies chroniques. Donc le problème, c'est qu'on se retrouve face à, je dirais, à une errance médicale un peu, tu vois, par rapport à ça. Et donc les gens qui vont venir me voir, ce sont des gens qui auront fait peut-être 2, 3, 4, 5 médecins généralistes ou spécialistes. Euh, voilà. Alors,
ils viennent me voir parce qu'ils ont aussi fait des recherches. Et puis, ils vont se rendre compte qu'au final, il n'y a pas forcément de solution, entre guillemets, médicale à leurs problèmes. Et donc, c'est là que moi, j'interviens. Alors, il faut savoir aussi qu'il y a aussi des médecins qui font de la médecine, ce qu'on appelle fonctionnelle, de la médecine intégrative, qui vont explorer les choses beaucoup plus qu'un médecin généraliste ou un autre spécialiste. Pourquoi? Parce qu'ils font une recherche globale, on va dire, euh, des causes pour vraiment trouver la cause et régler le problème. Et souvent, les pathologies sont multifactorielles. C'est-à-dire qu'une fatigue, par exemple, elle ne va pas être liée juste à une carence, par exemple, en vitamine C. C'est un cumul de choses, en fait, hein, de plusieurs choses. Et c'est vrai que toute la difficulté, que ce soit pour moi ou même les médecins fonctionnels, ça sera vraiment de trouver l'origine de tout ça et de pouvoir l'expliquer, de pouvoir utiliser aussi les outils, parce que ce pas des outils médicaux, hein, c'est des outils qui sortent du milieu médical, parce que la plupart des outils médicaux, ce sont les médicaments chimiques qui viennent de Big Pharma. Donc voilà, pour faire simple. Donc forcément, c'est pas la médecine pouce-bouton où tu vas prendre le cachet qui va régler ce problème-là, ça n'existe pas. Par rapport au problème que moi je traite, ça fonctionne pas comme ça. Donc il y a une vision du corps, de l'organisme et de son fonctionnement qui est complètement différente de ce que font les médecins formés aujourd'hui, malheureusement. Donc je ne veux pas leur jeter la pierre, mais c'est vrai que si tu veux, le problème qu'il y a avec les médecins, c'est que forcément ils ont fait 8-9 ans d'études, 7, 8, 9 ans d'études, et quand tu fais autant de temps d'études, c'est un gros investissement déjà pour eux, c'est important. Et donc te retrouver avec un cas que tu ne peux pas régler et voir que, par exemple, des gens comme moi, même s'il n'y en a pas beaucoup, vont arriver à leur cabinet une personne, un patient qui vient avec une recommandation de bilan à faire pour laquelle le médecin ne va pas comprendre la moitié des valeurs qui s'analysent. Et là, tu te dis, bon, mais je me mets à la place du médecin, parce que j'ai eu à avoir ce genre de retour. Et c'est vrai que le médecin qui a fait 8-9 ans d'études se retrouve avec un bilan à faire de quelqu'un qui n'a pas fait ces études-là et qui, au final, ne va pas comprendre ce qui se passe, même si le patient l'explique un petit peu avec ses mots. Donc, c'est vrai qu'on se retrouve avec un malaise qui est assez grand chez le médecin et qui va réagir de plusieurs façons. Il va dire, bon, mais ça, je ne sais pas ce que c'est quand ils sont honnêtes. Donc, je ne vous le fais pas. Soit ils vont évoquer les règles établies, c'est-à-dire la Sécu ne va pas vous rembourser, donc je ne le mets pas. Enfin, voilà, tout ça, c'est pas pris en charge. Ou pour ceux qui ont le plus d'ego et qui n'osent pas dire les choses, ils vont dire ça ne sert à rien, plutôt que de dire qu'ils ne savent pas. Donc, voilà, donc c'est ce genre de problème-là qu'on rencontre. Et après, ça ne rebute pas les gens. Au contraire, on a toujours pu se débrouiller pour faire en sorte de pouvoir faire une anamnèse assez complète. Donc voilà, on va dire que si tu veux, aujourd'hui, il y a une grosse, je dirais, une distanciation entre la médecine classique, la médecine allopathique et les problèmes aujourd'hui des gens qui ne sont pas forcément malades, mais qui sont dans un mal-être. Je qualifie de mal-être, on va dire, tout ce qui est lié à la fatigue chronique, tout ce qui est lié aux symptômes au niveau intestinal et autres. Donc on voit qu'il y a des choses qui apparaissent, des pathologies qui apparaissent, des symptômes qui apparaissent chez de plus en plus de gens qui ne sont pas des maladies au sens médical du terme, mais qui nécessitent une prise en charge en fait dont l'approche est complètement différente du médical. Et donc c'est pour ça que les gens progressivement viennent vers moi pour avoir, si tu veux, des réponses qu'ils n'ont pas dans le milieu médical classique. En fait. Ouais. Même si certains médecins fonctionnels qui le font de plus en plus, mais ça reste quand même la même difficulté parce qu'en fait, c'est pas qu'ils doivent désapprendre, mais c'est en fait qu'ils doivent aller plus loin que ce qu'ils ont fait comme études qui sont déjà très importantes. Ouais. Donc c'est une charge de travail aussi qui pour eux est très lourde aussi. Une grosse charge de travail. Je pense que tu l'as précisé, tu l'as précisé aussi pour ceux qui ont trop d'ego, le fait de remettre 9 ans d'investissement personnel, professionnel en question. Parfois, c'est trop. En mon cas, 3 fois, je me suis fait envoyer bouler. C'était une anomalie pour eux, une si grosse prise de sang, c'était le stress, c'était ci, c'était ça. Alors que c'est indispensable d'aller plus loin. Donc, toi, tu mets plutôt en lumière le fait que c'est plutôt l'aspect formation de leur côté qui a besoin de remise à nouveau parce que eux, c'est vraiment des métiers vocation en fait. On ne peut pas leur jeter la pierre, c'est ça? On ne peut pas leur jeter la pierre, d'autant que de moins en moins de médecins, c'est-à-dire qu'on est en demande aujourd'hui. Les jeunes ne veulent plus faire ce métier-là parce qu'à la fois c'est trop contraignant et puis ils vont s'apercevoir dans la pratique qu'au final, leur rôle se limite, surtout pour les généralistes, à essayer de diagnostiquer et traiter. Et ils diagnostiquent avec les outils qu'ils ont. Les bilans sanguins font partie de ces outils-là.
Mais moi, j'utilise le bilan sanguin non pas pour diagnostiquer, mais pour vraiment trouver l'origine du problème, d'accord, et le traiter naturellement. C'est-à-dire d'optimiser la physiologie interne et de faire en sorte que s'il y a une carence, par exemple, dans une vitamine ou minéraux, ben, en comblant cette carence-là, ben, on va sentir mieux être, on va sentir une meilleure énergie, une meilleure récupération, un meilleur sommeil, et ainsi de suite. Donc, c'est tous les outils que j'ai à ma disposition, que ce soit la micronutrition, que ce soit la phyto, et l'alimentation, bien sûr, ça en fait partie, qui vont agir en synergie pour que le corps, en fait, reprenne le dessus par rapport à tous ces symptômes-là, et surtout d'essayer de trouver la cause, parce qu'aujourd'hui, il y a des causes qui sont, par exemple, virales, dont le médecin ne va pas aller chercher la cause directement, hein. Je parle du médecin généraliste toujours, on est d'accord, hein. Et donc, si tu veux, le médecin aujourd'hui, en fait, face à ces cas-là, en fait, il est formé, mais je dirais même formaté. C'est-à-dire qu'il va diagnostiquer et le traitement, à 90% de traitement, c'est des traitements qui sont chimiques. C'est moi, souvent, j'emploie l'expression, les médecins sont formés pour donner des antibiotiques, antidépresseurs. Antibiotiques, antidépresseurs, qu'est-ce qu'il y a d'autre? Antiviral. Si, ça me vient en tête, ouais. Antidépresseurs. Après, pour le sommeil, il y a quoi? Il y a c'est que des anti, en fait. Donc, c'est contre un symptôme. En fait, il ne faut pas aller contre le symptôme, il faut essayer de le comprendre et de le traiter à la base, en fait. Donc voilà, c'est juste ça, en fait. Et donc on est je pense qu'on est dans un tournant, en fait, progressif, parce que les gens, en fait, ce qu'ils veulent, c'est pas aller voir le médecin. En fait, ce que les gens voudraient, c'est aller voir le médecin pour être au top, et pas aller voir le médecin quand ils sont malades. C'est un peu le raisonnement qu'il y a en Asie, en fait, tu vois, qui est complètement différent. Et on sent qu'il y a ce désir-là de plus en plus des gens. Et malheureusement, avec toutes on en reparlera, on va en reparler dans le podcast, mais toutes les problématiques, en fait, qui font que les gens ne sont pas bien, en fait, sont à l'origine de leur rien, que ce soit les radiations, que ce soit les virus, que ce soit les perturbateurs endocriniens, donc tout ce qui est pesticides, herbicides, fongicides, font qu'à un moment donné, les gens, sans aucune raison, vont commencer à avoir des symptômes. Et c'est vrai que le médecin va raisonner comme il a été formé, comme tu l'as dit tout à l'heure. C'est le stress, c'est ceci, c'est cela. Donc, ils ne vont pas aller chercher la cause. Ils ne vont pas regarder si c'est une intoxication métallurgique, ils ne vont pas regarder si il y a des perturbateurs endocriniens qui modifient leur hormones et qu'il faut qu'ils ont des carences. En fait, ils ne vont pas aller chercher ça. Parce que pour eux, déjà, ce n'est pas dans leur cursus professionnel. Ils ne sont pas formés à ce genre de choses-là. Et du coup, quand ils ont ce genre de problématiques-là, en fait, ils vont invoquer ce pourquoi ils ont été formés pendant 9 ans. Ben, c'est le stress, c'est un problème digestif, ça va passer. Enfin, voilà, ils vont banaliser ou ils vont minimiser, en fait, si tu veux, ces symptômes-là. Et donc, du coup, ben, tu te retrouves avec, comme tu l'as dit, des personnes qui vont aller comme toi faire 1, 2, 3 médecins et qui vont se retrouver devant un mur, en fait. Et une impasse. Donc, c'est ça qui fait que les gens, en fait, tu sais qu'aujourd'hui, il y a même des gens qui, sans faire appel à moi ou d'autres personnes, sont plus calés sur les solutions éventuelles à apporter à leurs problèmes de santé que les médecins eux-mêmes. Parce que comme ils sont focalisés sur ça, et que le médecin, lui, reçoit ses patients tous les jours, donc il ne fait pas trop gaffe, il ne va pas se focaliser sur un patient en particulier. Tu as beaucoup de patients aujourd'hui qui sont plus, en termes de connaissances, qui sont plus calés que les médecins qui sont censés traiter leur pathologie. Donc on en arrive là, malheureusement, aujourd'hui. Ouais. Et oui, parce que comme tu dis, vu qu'il se focus, il se focus là-dessus, donc tout son temps, il va B tester tout ce qu'il voit sur Internet, manger des heures et des heures de contenu, pousser sa problématique. Ça fait sens. Et c'est vrai qu'après, il faut avoir confiance de passer le cap. Et j'imagine que c'est en recherche aussi qui tombe sur toi, sur des solutions plutôt fonctionnelles au global. Et moi, ce qui me dérange, effectivement, c'est cet aspect où du moment où tu as une problématique aussi, tu ne peux pas la traiter dans les temps. Et après, ça s'aggrave un peu comme un effet boule de neige. Et ça, c'est vraiment quelque chose que, pour moi, ça me fout en l'air, je comprends pas. Je comprends pas comment on en arrive. Et justement, pour rebondir sur ce que tu disais, par rapport aux perturbateurs endocriniens, c'est quelque chose sur lequel moi j'ai eu un vrai déclic. Et c'est vrai que ça nuit vraiment à la performance tout court, physiologique, etc. J'ai appris les vêtements, notamment. Il fallait, par exemple, les parties intimes, favoriser plutôt le coton, parce que, par exemple, pour monsieur avec les parties génitales, dormir sans la nuit, en coton plutôt la journée pour tout ça. Tu peux nous en dire un petit peu plus? J'ai même appris que les meubles aussi dégageaient des choses dans la maison. C'est pour ça qu'il fallait impérativement aérer plusieurs fois dans la journée. Tu peux nous en dire plus? Alors, je peux t'en dire un petit peu plus sur tous les polluants, en fait. Il faut savoir qu'on a énormément de polluants autour de nous, dans notre vie quotidienne, qui favorisent en fait la perturbation au niveau hormonal.
Donc, tu parlais des produits chimiques qu'on met sur les meubles en bois, par exemple, sur les vêtements, surtout ceux qui viennent hors Europe, parce qu'en Europe, c'est un petit peu plus réglementé, mais également les parfums. Il faut savoir que les parfums sont très polluants et ça intoxique le foie progressivement, hein, par inhalation, en fait. On inhale le spray, hein, sans s'en rendre compte forcément. Et c'est vrai que c'est dommageable pour le foie, sur le long terme, bien sûr. Tu as également tout ce qui est métaux lourds qu'on retrouve dans la plupart du temps, c'est tout le temps tous les ustensiles de cuisine ou autour de la cuisine, au niveau de l'aluminium par exemple, les capsules de café, les boîtes, tu sais, les shakers en alu, tu sais, que tu prends dans la salle de fitness souvent. Donc en aluminium, tout ce qui est en aluminium en fait, le papier alu, quand tu fais de poisson en papillote par exemple, papier alu, tout ça en fait favorise l'intoxication aux métaux lourds. Tu as également, en fait, c'est mieux de dire tout autour de nous, en fait, parce que de manière plus générale, donc il y a tous ces polluants-là, mais en fait, on s'est aperçu, je ne sais pas si comme tu suis mes stories, j'avais fait un rappel de retour d'une étude qui avait été faite récente en France, qui montrait que dans l'eau de pluie, ils avaient retrouvé plus de 32 pesticides, dont certains interdits depuis des décennies en France. Et en fait, la pollution, malheureusement, on ne peut pas y échapper. Pourquoi? Parce que tu as l'agriculteur au Brésil qui va mettre des pesticides qui sont autorisés chez lui. Il faut savoir que les pesticides, ils s'évaporent. Et donc, ils suivent le cycle de l'eau. Donc, ça remonte dans les nuages. Et puis, quand le nuage se déplace, il va pleuvoir en France. Et en France, il va pleuvoir des résidus de pesticides qui sont même interdits en France, puisqu'il n'y a pas les mêmes réglementations dans chaque pays. Et donc, ils ont retrouvé jusqu'à 32 pesticides dans l'eau de pluie, dont certains qui venaient forcément d'autres pays, puisque c'est interdit en Europe. Donc, en fait, ça veut dire que, mais si tu raisonnes bien, ça veut dire que si les gens savaient ça, parce que forcément, c'est une étude qui est passée comme ça, mais la plupart des gens ne le savent pas. Donc, j'espère que ton podcast sensibilisera les gens, mais tu verras aussi le travail que moi je fais, parce que ce que je veux, c'est toujours trouver la solution. C'est qu'en fait, on est pollué en permanence, tout le temps, par tout ce qui tourne autour de nous, et même ce qu'on mange. Donc, même un champ bio qui va recevoir les pluies du nuage dans lesquelles il y a des pesticides, il est plus bio. On est d'accord. Donc en fait, le bio 100%, on le sait, n'existe pas, mais ça se sait de plus en plus. Mais j'ai envie de dire, il vaut mieux quand même manger du bio que pas du bio. Dans tous les cas, il y en a moins. Tu vois ce que je veux dire? Donc c'est vrai que ça reste un budget supplémentaire pour la plupart des gens, mais ça reste un choix personnel. Mais quand tu vois ça, déjà, tu te dis, mais au final, il faudrait que, idéalement, que tout le monde ait son champ pour cultiver. Et encore, tu n'es pas à l'abri d'avoir une pluie sur ton champ qui vient d'Amérique du Sud et qui balance des pesticides dessus. Donc au final, tu te dis, il faudrait presque vivre dans une serre. Avoir un jardin dans une serre en fait, pour pas que l'eau, voilà, et même l'eau du robinet, elle est polluée parce que si tu la filtres pas avec l'osmose inversée, qui est le système de filtration le plus efficace, tu vas encore polluer ton eau. Voilà. Donc, si tu veux, la pollution, elle est vraiment environnementale, elle est vraiment partout en fait, et c'est ça en fait qui crée tous ces problèmes-là de santé chronique, de fatigue chronique et autres, progressivement, parce qu'il y a des gens qui ont des organismes plus résistants ou qui ont une hygiène de vie qui fait que ça retarde le processus d'arrivée des symptômes, mais à un moment donné, avec l'âge et avec le temps qui passe, à un moment donné, il y a des choses qui s'observent. Et voilà, il y a également aussi tout ce qui est radiation, toutes les ondes Wi-Fi, le téléphone, tout ça, donc ça on le sait, avec la 5G, ça c'est des pollutions aussi qui interfèrent aussi sur le bon fonctionnement de la cellule, donc sur l'énergie mitochondriale, donc ça voilà, c'est des choses qu'on sait aujourd'hui, mais le problème c'est qu'on ne peut que constater. Ouais. Alors, ce qui est un peu atypique de mon côté, c'est qu'effectivement j'ai une approche fonctionnelle, parce que j'ai beaucoup été formé par des médecins fonctionnels, comme le docteur Résimon, entre autres, qui est un très très bon médecin, qui a une approche qui est vraiment visionnaire en fait, à la fois du métier de médecin, mais aussi de tout ce qui tourne autour des médecins, comme des gens comme moi, nutritionnistes et autres, qui, pour lui, si tu veux, il faudrait qu'on travaille tous la main dans la main en fait, et pas se tirer dans les pattes ou dire je suis meilleur que toi, ou dire moi j'ai fait mes études et toi tu vaux rien. Enfin voilà, c'est son raisonnement, lui, qui est complètement différent et qui a une approche, on va dire, qui est plus communautariste en fait. Et, mais si tu veux, j'ai voulu aussi me démarquer parce que avec le temps, j'estime que même la médecine fonctionnelle n'apporte pas toutes les réponses. Ah Et oui. par exemple, si tu veux, moi j'ai découvert avec Medical Medium, je ne sais pas si tu connais Medical Medium, J'ai suivi. voilà, il arrive à donner, enfin il arrive, c'est pas lui, parce qu'il ne fait que transmettre ce qu'il reçoit, à donner les infos en termes de nutriments et de plantes pour éliminer
à la fois les pesticides, éliminer les radiations. J'en ai pas parlé, mais il y a les microplastiques aussi. On est pollué par les microplastiques. Avec les De tout. bouteilles. Ouais, les bouteilles, alors, c'est même pas les bouteilles, parce qu'il y a une étude aussi qui montre qu'ils ont retrouvé plus de microplastiques dans les bouteilles en verre que dans les bouteilles en plastique. Et en fait, ils sont remontés à la source. En fait, ils ont découvert que c'était les nappes phréatiques qui étaient polluées par les microplastiques. Donc, en fait, que tu boives ton eau en plastique dans la bouteille en plastique ou l'eau en verre, ça ne change rien. Ouais. Donc, au final, tu te dis, mais ouais, ça ne sert à rien de ne pas boire. Enfin, tu peux ne pas boire des bouteilles en plastique, mais au final, tu peux boire une bouteille en verre dans un restaurant, il y aura autant de microplastiques, voire plus. Parce que la source, en fait, de la pollution, c'est pas la bouteille en elle-même, c'est la nappe phréatique. Donc, en fait, si tu vas jusque-là, tu vois, si on parlait des pesticides, on parle des microplastiques, C'est pas loin. et ça va très très loin. Donc, si les gens étaient vraiment au courant tous de ça, tu te dis, mais au final, tu veux plus rien faire parce que tu veux plus être pollué. Et c'est ça qui est affolant, en fait. Et ce qui est intéressant, en fait, je suis obsédé, j'appelle ça ma magnifique obsession, comme dirait Paulo Coelho, ouais, dans un de ses livres, c'est que moi, je suis obsédé par le fait de trouver la solution. Et c'est vrai qu'avec Medical Medium, ça m'a permis d'avoir une approche un petit peu plus holistique, un petit peu plus ouverte, puisque lui, il donne les solutions pour à la fois éliminer les microplastiques, la pollution au niveau des pesticides, pour les virus également. Donc, il donne des solutions qui sont naturelles, bien sûr, et qui permettent, si tu veux, d'agrémenter un petit peu mon champ de compétences et de solutions à donner aux gens. Donc, c'est aussi pour ça que les gens font appel à moi. Et alors, la problématique qu'on a encore, mais je pense que ça, d'ici un an ou deux, ça sera réglé, c'est qu'on a du mal encore à essayer de trouver les quantités. Si tu veux, le microplastique, aujourd'hui, il y a une seule société qui fait ça. C'est la société, je te donnerai après en privé, j'ai plus le nom en tête, où on la redonnera quand tu feras le podcast, qui permet de détecter la quantité de microplastiques que tu as, les polluants que tu as dans le sang, en fait, tous les phénols, tout ce qui est aspartame et autres, donc tu peux vérifier tout ça. Et après, ce qui est intéressant, c'est quand tu vérifies, c'est de donner des solutions, parce que si tu vérifies que tu n'as pas les solutions, ça ne sert à rien de vérifier. Ouais. Et moi, ce qui est intéressant, c'est que j'arrive à donner ces solutions-là. Alors, on en est au tout début, hein. Je n'ai pas encore d'exemple sur ce point-là concret d'évolution, puisqu'on en est au tout départ, parce qu'il n'y avait pas les tests, hein, d'ici. Ça date d'à peine quelques mois, hein, donc c'est intéressant. Donc, on peut tester dans le sang, dans les urines, le nombre de microplastiques, le nombre de polluants qu'on a dans le corps. On peut tester aussi l'âge biologique. En fait, tout ça, c'est hyper intéressant. On n'en est qu'au début. Et je pense que ça va évoluer de plus en plus vers ça. Les gens vont se dire, bon voilà, je veux savoir où j'en suis. Et derrière, quelles sont les solutions. Et je pense qu'on est en train d'évoluer vers ça, même si la médecine fonctionnelle n'est pas encore prête. Du moins, elle fait son travail sur la partie physiologie, tout ça, les maladies auto-immunes et autres. Mais après, sur tout ce qui est ce que j'appelle moi les 4 menaces, c'est tout ce qui est radiation, virus, pollution et pesticides. Donc tout ça, en fait, on en est qu'au début, parce qu'au final, on se rend compte qu'on est pollué de partout, mais ce que veulent les gens, c'est plus avoir ça dans leur corps. Donc la problématique, c'est comment les éviter et après comment les éliminer. Donc on en est là. On en est là aujourd'hui. C'est délicat parce qu'effectivement, si même l'eau qu'on boit, en prenant une bouteille en verre, en bonne âme et conscience, en fait, finalement, on s'aperçoit que même elle nous trahit, c'est délicat. Et alors en 2 mots, hein, tu as déjà bien développé le sujet, mais c'est quand on a par exemple ce genre de contamination, par exemple trop de microplastiques, ça dérègle quoi? C'est justement, ça se traduit par un excès de fatigue chronique quand côté hormonologie, c'est déjà propre. T'as une idée? Alors, ce qu'on sait, c'est que ça peut engendrer des dérèglements hormonaux, parce que ces microplastiques-là peuvent dégager des éléments phytochimiques dans le corps. Donc, ça peut aussi jouer le rôle de perturbateur endocrinien. Et aussi, on sait que ça a un rôle aussi sur la santé au niveau cérébral. Parce que tu as des microplastiques qui se stockent au niveau des neurones, qui se stockent au niveau du système cérébral. Et donc, ça peut engendrer des pathologies liées à ça. C'est tout nouveau, on ne sait pas encore quoi, mais on sait que voilà, il y a un risque aussi à ce niveau-là. Donc, c'est ce qu'on arrive à observer déjà. Mais aujourd'hui, on a encore du mal à faire le lien de tout ce que ça peut déclencher, en fait. Donc, on en est qu'au tout début, quoi. C'est tout frais. Ouais, c'est tout frais, Ouais. effectivement. Ok, très clair. Merci pour ce partage. Il y avait aussi un sujet que tu parles beaucoup, ça fait partie de tes promesses, qu'on souffre de plus en plus attendre vivre jusqu'à 120 ans, 80 ans en santé optimale. Il y a Brian Johansson aussi qui a mis beaucoup de lumière sur ce sujet-là, et j'aime beaucoup aussi cet état d'esprit. La longévité, c'est un sujet qui me passionne, auquel je creuse de jour en jour aussi. Pour ceux qui n'ont pas cette notion, santé optimale, longévité biologique, comment tu le vulgariserais? Alors, là aussi, c'est en train d'évoluer à vitesse grand V, hein. On a, comme tu l'as dit, Brian Johnson, qui lui est dans l'extrême, mais je trouve que cette personne-là, en fait, elle ouvre une voie. Parce que comme il est son propre cobaye, il teste plein de choses.
Et je pense qu'il va nous apporter beaucoup, parce que forcément, il va se rendre compte qu'il y a des choses qui fonctionnent, d'autres qui ne fonctionnent pas. D'ailleurs, c'est ce qu'il dit, hein. Il teste plein de choses. Et son objectif, c'est d'essayer de réduire au maximum l'âge biologique par rapport à l'âge chronologique. Alors, c'est important, je pense, de rappeler au public la différence entre les deux. L'âge chronologique, c'est l'âge que tu as. Voilà. C'est ton âge depuis la naissance. Ça ne tient pas compte de l'état de santé. L'âge biologique, en fait, c'est l'âge qui te permet de dire quel âge ont tes cellules. En fait, c'est ton état de santé qu'on peut valider par rapport à ton âge chronologique et donc déduire un âge biologique. C'est l'âge plutôt de tes cellules. Et ce qui est intéressant, c'est que plus tu vas avoir un âge biologique inférieur à ton âge chronologique, plus tu es censé vivre plus longtemps en bonne santé. Toute la stratégie de Brian Johnson, c'est de pouvoir inverser ce processus-là, c'est-à-dire tout en avançant dans l'âge chronologique, d'arriver à réduire jusqu'à un certain point et de maintenir cette différence à la baisse, bien sûr, entre l'âge chronologique et l'âge biologique. Donc il y a tout un processus d'action, de mode de vie, qui fait que aujourd'hui, il est en train d'inverser ce processus-là. Alors, je n'ai pas les chiffres en tête, je pense que les gens peuvent aller vérifier sur son profil et tout ce qu'il fait. C'est intéressant, mais malheureusement, je n'ai pas le temps de me focaliser dessus. Mais ce que je sais, c'est qu'il est en train de vraiment d'ouvrir une voie qui va, je pense, va apporter beaucoup à l'humanité de manière générale. Donc ça sera à observer de plus en plus. Moi, de temps en temps, je regarde ce qu'il fait, donc ça me permet de voir aussi comment il procède, donc que ce soit pour les analyses de sang, que ce soit pour son hygiène de vie, donc l'alimentation, le sommeil, toutes les pratiques qu'il fait au quotidien, que ce soit les red lights, que ce soit la musculation, que ce soit les étirements, la température, ça va jusqu'à la température dans la pièce dans laquelle il dort. Enfin, voilà, c'est vraiment hyper structuré, hyper bien ficelé. Tout ça pour avoir un résultat qui est aujourd'hui qui est concret. Donc on le voit, on s'est observé. Donc après, c'est pas, je pense que ce qu'il fait, c'est pas fait pour que les gens le suivent parce que c'est impossible à faire dans la vie de tous les jours. Ouais. Mais je pense qu'il va y avoir des grandes lignes qui vont sortir de ce qu'il fait et qui vont pouvoir être exploitées au niveau scientifique et pouvoir être conseillées à la plupart des gens. Donc du coup, ça amène à ta question de dire comment vulgariser ça. Alors je pense qu'il y a plusieurs points, plusieurs axes qui sont hyper importants, je pense pour moi. Le premier, c'est sommeil, parce qu'on voit qu'il se couche très tôt, il se lève très tôt, mais il dort, je crois, entre 7 et 8 heures. Donc, tu vois, on sait que les études montrent que dormir trop, c'est pas bon, mais dormir pas assez, c'est pas bon. Donc, lui, il est dans ce range-là, qui est correct, entre 7 et 8 heures, et surtout avec un coucher qui est très tôt, la nuit, pour respecter tous les rythmes circadiens. Donc, je pense que on le sait aujourd'hui, le sommeil est de qualité et hyper important. On parle de sommeil profond, on parle de sommeil paradoxal, donc il faut que ces deux-là soient optimums pour vraiment régénérer à la fois le corps et le cerveau. Donc le sommeil, ça fait partie des choses hyper importantes. Donc plus on va se coucher tard et dormir peu ou dormir mal, plus ça va ralentir, ça va accélérer le vieillissement du corps avec donc une incidence sur la longévité. Ça c'est clair, le sommeil, c'est hyper important. Ça ne veut pas dire qu'il faut tout le temps se coucher comme des poules et se réveiller à 5 heures du matin. Ça veut juste dire qu'il faut respecter ce temps-là pour que le corps puisse se régénérer au mieux. Voilà. Après, optimiser le sommeil avec des nutriments comme des hormones comme la mélatonine, comme la glycine. Il y a plein de nutriments, le magnésium qui peuvent aider, certaines plantes aussi, comme la valériane, tout ça, qui peuvent aider à la qualité du sommeil. Donc ça, après, c'est des stratégies qu'on peut optimiser en fonction des résultats qu'on a, ou du moins des symptômes liés au sommeil. Mais je pense que le sommeil, c'est un des premiers axes. Et ça, tout le monde peut le faire. Donc, ne serait-ce que, voilà, ça, c'est vulgarisé et tout le monde peut le faire. Ça ne coûte pas des millions. Donc voilà. Après, il y a la nutrition. Ça, c'est le deuxième point important. Et ça, c'est le plus facile pour moi, parce que changer ses habitudes alimentaires, ça ne coûte pas plus d'euros que de rester sur ce qu'on mange. Mais c'est le plus difficile, parce que malheureusement, on est tous habitués, à partir d'un certain âge, tous habitués à manger de la même chose, de la manière dont on a été éduqué, plus petit. À moins qu'il y ait une prise de conscience, un changement, un éveil que heureusement de plus en plus de gens ont, mais il y a quand même aussi beaucoup de gens qui sont limités, on va dire mentalement, du moins dans leur faculté, dans leur volonté de changer les habitudes. Et moi, je l'observe aussi dans mon travail, hein, même si c'est pas une généralité, mais beaucoup ont du mal à changer leurs habitudes alimentaires. Du moins sur du long terme. Sur du court terme, ils peuvent le faire, mais sur du long terme, ils reviennent toujours vers leurs anciennes habitudes qui favorisent aussi l'arrivée de symptômes, de fatigue et autres, de mauvais sommeil. Donc la nutrition, c'est hyper important. Et je dirais que manger le plus naturel possible, c'est déjà, alors sans rentrer dans le détail, parce que sinon on pourrait passer des heures, on pourrait faire un
un podcast que sur la nutrition, mais voilà, manger le plus naturellement possible. Ouais. Et avec le moins de pesticides possible, ça revient à ce qu'on disait tout à l'heure, hein, donc essayer de manger le plus bio possible, en fonction des moyens financiers de chacun. Ça, et après, essayer de limiter, ou du moins de limiter au maximum l'hyperstress. J'appelle l'hyperstress volontairement parce que le stress fait partie de la vie. Donc il n'est pas mauvais en soi. C'est l'hyperstress en fait qui est mauvais. Et donc arriver à gérer ça. Après, ça aussi, c'est une question de choix parce que si on a un environnement professionnel ou personnel, ou les deux, qui sont hyper stressants, forcément la personne, elle va avoir des répercussions sur sa santé à un moment donné, à la fois sur le sommeil, à la fois sur éventuellement l'appétit. Donc ça va influencer tous les secteurs de vie, tous les secteurs physiologiques aussi du corps. Donc voilà, le stress, le sommeil, la nutrition, ça c'est les choses les plus importantes. Et le quatrième, pour moi, c'est l'activité physique, parce qu'on sait aujourd'hui que l'activité physique rallonge l'espérance de vie. Et alors, c'est pas obligé forcément de faire de la musculation, ça peut être n'importe quel sport. Mais c'est vrai que l'avantage de la musculation, c'est que ça permet de maintenir ou d'augmenter sa masse musculaire. Et on sait que la masse musculaire, comme j'ai déjà précisé, permet aussi les études montrent que conserver, augmenter sa masse musculaire jusqu'à un certain niveau, augmente l'espérance de vie. Pourquoi? Parce que le muscle, en fait, est un gage de longévité, dans la mesure où quand on l'exerce, en fait, ça permet de créer des myokines, en fait, qui ont des propriétés, je ne rentre pas dans l'état, mais qui ont des propriétés positives pour l'organisme, que ce soit au niveau cérébral, que ce soit au niveau cardiaque, que ce soit au niveau de la gestion des glucides, donc au niveau de la prévention du diabète. Donc le muscle, en fait, est une réserve énergétique immunitaire, mais qui permet aussi, quand on l'exerce, de pouvoir inhiber ou ralentir les processus du vieillissement. Voilà, de manière générale. Donc ça, c'est super intéressant. Pour moi, c'est vraiment les grands axes, en fait, puisque tu me disais, bon, après, on peut aller plus loin, mais vulgariser, c'est sommeil, nutrition, stress et activité sportive. C'est ça, activité sportive. Pour le stress, c'est vrai que c'est assez individuel parce que chacun a sa manière de gérer. Comme tu disais, on fait pas d'hyper-stress. Après, il y a sûrement des choses qui évoluent, qui aident avec ça, sans tomber dans l'extrême avec le yoga pour la mauvaise image, mais bien au contraire avec des exercices de respiration, Ouais. Wim Hof ou autre. Effectivement. Ok. Donc, 4 sujets-là à prendre vraiment à cœur justement pour sa longévité, sa santé, sa physiologie interne. Et comment on peut justement lier un bon profil physiologique avec sa performance. Moi, je suis convaincu parce que justement, je l'ai expérimenté. Du fait d'être beaucoup mieux dans son corps, je pense déjà pour commencer, on ne se rend pas compte à quel point on est mal en point jusqu'au jour où on dit stop un jour. Et c'est ce qui s'était passé pour moi. Et quand j'ai commencé à aller mieux là récemment, parce que je t'avais envoyé un texto parce que franchement c'était le jour et la nuit, il y a un vrai manque à gagner en fait. Il y a un coup d'opportunité à ne pas aller bien. Que ce soit au niveau inflammatoire, hormones, la fatigue, ça ralentit vraiment tout, quoi. La prise de décision, la réflexion, la capacité à être heureux, tout simplement. Toi, de ton côté, tu aurais des conseils. Alors, tu as déjà donné 4 points pour améliorer ça. Et comment on peut entremêler vie pro, physiologie et ses objectifs? Je dis une bêtise à un entrepreneur, par exemple, qui nous écoute, comment il pourrait matérialiser le fait d'avoir une meilleure physiologie interne? Comment il se sentirait, comment il peut le mettre en pratique, le fait d'aller mieux? Comment ça peut être concret pour lui? Alors, le fait d'aller mieux, le fait d'être au top en tant qu'entrepreneur, parce que forcément, quand tu es au top, quand tu es entrepreneur, alors c'est valable pour toutes les professions, mais quand tu es entrepreneur, c'est toi qui tiens la barque. Donc quand tu tiens la barque, si celui qui tient la barque, il vacille, il tremble, il est fatigué, le navire il suit pas. Et le navire, c'est tous les collaborateurs qu'il a autour de lui. Donc forcément, c'est lui qui est la source, si tu veux, ou l'influx, si tu veux, de l'énergie de son business, elle part de lui. Donc ça, c'est important. Et un entrepreneur doit. Moi, je gère un entrepreneur, parce que j'en ai une dizaine de clients comme ça, entrepreneurs, qui gèrent énormément de choses, que ce soit sur le côté financier, le côté personnel, le côté humain, le côté management. Et donc, c'est des gens qui doivent prendre des décisions, qui doivent entreprendre, qui doivent prendre des risques. Et quand tu n'es pas au top, tu vas moins être dans cette configuration-là. Donc, un entrepreneur, il doit être au top, d'abord, lui, au niveau de sa physiologie. Parce que ça va lui permettre de mieux réfléchir, de mieux trouver des solutions. Si tu fonctionnes mieux au niveau cérébral, tu vas trouver la solution plus rapidement, tu vas moins attendre, tu vas moins patienter, tu vas prendre de meilleures décisions, et surtout tu vas en prendre des décisions, parce que souvent quand tu es dans l'hésitation, tu n'en prends pas. Et moi j'ai un adage qui dit qu'à partir du moment où tu ne décides pas pour toi, c'est toujours les autres qui décident pour toi. Donc ça c'est important. Et après, au niveau énergie,
Tu vois, donc quand tu te lèves le matin et que tu es fatigué, ben, tu vas avoir moins d'énergie pour peut-être booster tes équipes ou donner l'influx. Enfin, voilà, c'est hyper important. Pour moi, un entrepreneur, c'est comme un sportif de haut niveau. Donc, il doit être au top au niveau de sa physiologie. Ouais. Donc, comment faire pour quand tu es entrepreneur? Ben, après, c'est difficile d'arriver à se gérer tout seul. Je pense que les entrepreneurs, ils doivent être gérés comme des sportifs de haut niveau, c'est-à-dire avoir un staff avec eux qui leur permet d'être au top. Alors que ce soit des médecins fonctionnels, que ce soit des gens comme moi, ou des biohackers ou autres, mais un entrepreneur aujourd'hui, je pense qu'il faut qu'il se donne les moyens, si tu veux, d'être au top avec ce genre de personnes-là. Après, si tu veux le faire de manière autonome, il faut avoir un minimum de connaissances, donc il faut qu'il passe du temps à s'intéresser à ce qui se fait aujourd'hui pour être au top. Mais je dirais en gros, sans forcément avoir de suivi avec un spécialiste, il faut qu'il prenne un minimum de temps pour bien dormir, pour arriver à gérer son stress, mais tout seul, ça va être difficile. Il y a la partie nutrition, mais c'est toujours aussi, un entrepreneur, c'est toujours pris par le temps. Donc, à prendre le temps de manger comme il faut. Prendre le temps de manger et de manger comme il faut, c'est deux choses différentes. Et après, consacrer du temps pour lui, pour faire l'activité physique, parce que ça lui permet aussi d'évacuer le stress, de gérer le stress. On sait qu'on fabrique des endorphines quand on fait du sport, donc ça permet aussi de relaxer, de détendre, et puis de repartir après le sport sur une autre énergie différente de celle qu'il avait avant. Donc ça, on va dire, c'est le côté basique, le côté simpliste. Mais après, si un entrepreneur veut être au top, forcément, il faut qu'il fasse une expertise sur sa physiologie interne, comme je fais. Et puis là, c'est là que ça permet, si tu veux, de voir où il en est et ce qu'on peut optimiser par rapport aux symptômes qu'il a, que ce soit une fatigue chronique, une fatigue le matin ou le soir, ou un mauvais sommeil. Enfin, voilà, l'objectif, c'est qu'il soit au top. Ouais. Donc après, voilà, ça, c'est les conseils basiques que je peux donner. Mais après, en détail, pour moi, un sportif de haut niveau, comme un chef d'entreprise, il doit être pris en charge, en fait. De A à Z. De Ouais. A à Z, totalement, parce que c'est pas naturel d'avoir autant de stress comme un sportif de haut niveau qui s'entraîne autant, que ce soit le cerveau, etc., etc. Et la plupart des entrepreneurs justement que tu accompagnes, c'est quoi les symptômes qu'ils ressentent avant de venir te voir? Alors, il y a des symptômes qui reviennent, c'est la fatigue, bien sûr. La difficulté à gérer le stress, un sommeil qui n'est pas récupérateur, des problèmes digestifs. Et ouais, en gros, c'est ça qui ressort. Après, il y a d'autres spécifiques par rapport à des pathologies qu'ils ont eues ou d'autres choses, mais les symptômes qui ressortent le plus, c'est ça en fait. Ouais. Et souvent, c'est lié au stress. Tu vois, je parle par exemple d'un avocat que j'ai sur Paris, qui est dans le juridique au niveau de tout ce qui est crypto-monnaie et autres, tu vois, donc qui a des entrepreneurs à gérer leur business par rapport à ça, donc qui est très pris, très demandé. Et c'est un gars qui a un emploi du temps que j'aimerais même pas avoir. C'est-à-dire que je lui laisse. Même s'il gagne 10 fois plus que moi, je ne sais pas, mais dans tous les cas, je lui laisse son argent par rapport à la vie qu'il a. C'est-à-dire qu'il n'a pas de vie à lui, il arrive à 20h le soir, il a juste le temps de coucher ses petits, il les amène à l'école, et après le reste du temps, il bosse toute la journée, donc il ne les voit pas. Pour sa femme, c'est pareil, forcément. Et il bosse aussi le samedi et le dimanche matin. Ouais. Donc, tu imagines la vie qu'il a. Donc, je préfère lui laisser ça. Et donc, c'est ces genres de personnes-là qui ont ces symptômes-là, c'est-à-dire un hyper-stress, pas de temps pour eux. En fait, si tu veux, leur corps, il est en hyper-cortisolémie en permanence. C'est-à-dire qu'ils ont un stress permanent, comme si le lion passait leur temps à courir après, sans jamais l'attraper, mais il court toujours. Tu vois, donc, c'est une image que je donne, c'est symbolique, mais en gros, c'est ça. Et donc, c'est des gens aussi qui commencent à avoir des pertes de mémoire, des trous de mémoire. Parce que le cerveau, il tient plus le rythme, par exemple, tu vois. Donc, il n'y a pas une qualité de sommeil optimale. Il y a aussi, comme ils n'ont pas le temps, ils mangent mal. En fait, si tu veux, c'est le cercle vicieux, si tu veux, de l'auto-sabotage, ce que moi j'appelle ça. C'est-à-dire que sans le vouloir, sabotage inconscient, hein, mais c'est des gens qui, par rapport au rythme de vie qu'ils ont, et qui ne font pas les changements qu'il faut pour, en fait, si tu veux, ils sont à fond dans un des secteurs de leur vie, le boulot, ou l'aspect financier. Après, le côté personnel, le côté soi, hein, c'est-à-dire s'occuper de soi, non, s'occupe pas d'eux. Les enfants, la famille, non. Voilà, donc si tu veux, ils sont à fond dans un secteur de vie. Et en fait, je me rends compte que c'est ça qui engendre le plus les problèmes de santé, sur le moyen et long terme. C'est-à-dire qu'il n'y a pas d'équilibre, en fait. Et l'être humain, il n'est pas fait pour être à fond dans le business en permanence. Tu peux le faire sur une période de vie, à partir du moment où tu es d'accord
avec ta femme, tes enfants, tu dis voilà, pendant 4 ans, j'y vais à fond, après je suis tranquille, on est tous ensemble. Mais quelqu'un qui va faire ça tout le temps, à un moment donné, il va avoir un problème de santé, c'est obligatoire. Et, C'est obligatoire. c'est- Donc, c'est c'est- trouver un équilibre, en fait. C'est trouver un équilibre entre ces différents secteurs de vie, mais ne pas s'oublier aussi. Et pas s'oublier, c'est travailler sur, comme je dis, l'aspect nutrition, l'aspect physiologie interne. Parce que c'est un tout, en fait. Si tu veux, tu peux pas être à fond si toi, au fond de toi, t'es pas dans l'état d'assumer d'être à fond, en fait. Tu peux l'être, le vouloir mentalement, mais si ton corps ne suit pas, à un moment donné, il faudra voilà, que tu fasses un stop et dire voilà, bon, qu'est-ce que je fais. Voilà, et c'est à ce moment-là ben, voilà, que tu te rapproches de moi, voilà, je vais être au top, c'est pas normal que je sois comme ça, que je sois tout le temps fatigué, que je dors mal, que je sois hyper stressé. Donc voilà, à un moment donné, c'est. Mais en même temps, c'est positif dans le sens où la personne, elle sait qu'elle va pas bien, elle est consciente qu'elle l'est pas, mais qu'elle veut être au top. Donc forcément, ça part de trucs positif. Mais après, il faut associer les changements associés à cette envie d'être au top, quoi. se donner les moyens. Ouais. Quand j'en parle autour de moi, l'image que je donne, c'est t'as beau mettre du carburant dans une voiture, si t'as pas d'huile, il se passe rien, ça tournera pas rond. C'est plus facile pour imager. C'est Et ça. c'est vrai que c'est pas commun après s'intéresser à la physiologie. Et quand on le fait, on a l'impression ou ne serait-ce que d'en parler, on a l'impression qu'on est un chaman. Mais c'est vrai que pourtant tout le monde est concerné directement. C'est ça. Et c'est vrai que bon, pour la partie boulot, etc., comme ton client, faut pas qu'Amel t'écoute parce que sinon elle va te donner raison aussi. Parce que je suis un petit peu comme ça. Mais effectivement, c'est important, je trouve, d'avoir un pilier après d'équilibre de vie entre, effectivement, comme tu le disais, vie familiale, vie pro, vie perso, vie sentimentale. Tout à fait. Parce que en remettant tout ce qu'on échange, le cœur de tout ça, c'est pourquoi on le fait. On n'est que de passage. Et je pense que le fait de s'y intéresser, c'est vraiment pour vivre à 100%, en fait. Et quand la physiologie, je le ressentis comme ça, et seulement à 20 ou 30%, en fait, on ne vit pas à 100%. On survit, en fait, indirectement. Parce que c'est comme si on avait les deux jambes cassées, les deux bras cassés, mais que ça ne se voit pas. C'est usant, en fait. On ne profite pas. Alors, on ne profite pas. Ah, c'est ça. En fait, si tu veux, je pense que, à part si tu demandes ça à un dépressif qui est prêt à se suicider, 100% des gens sont prêts à vivre le plus longtemps possible, mais en bonne santé. Ils s'en foutent de vivre 120 ans. Si c'est pour vivre de 100 à 120 ans malade dans une clinique, dans un hôpital, ils ne veulent pas. Ce qu'ils veulent, c'est vivre le plus longtemps possible en bonne santé, comme tu disais, s'ils veulent être au top. Et si on regarde les stats, c'est les stats que je donne depuis un an maintenant, elles sont récentes, elles sont de 2022, je ne sais pas s'il y en a d'autres qui sont sortis du même type, mais l'espérance de vie en France, hein, c'est les chiffres INSEE 2022, l'espérance de vie homme et femme confondus, hein, donc c'est une moyenne, elle est de 83 ans, l'espérance de vie. Et l'espérance de vie en bonne santé, c'est 63. 63, c'est-à-dire 20 ans de moins. Mais quand tu poses la question aux gens, tu dis est-ce que ta vraie espérance de vie, c'est la bonne santé ou celle ou l'espérance de vie classique? Ben, les gens disent oui, voilà, en fait, on va vivre en moyenne en bonne santé jusqu'à 63. Mais c'est rien. T'imagines, 63, c'est l'âge de la retraite. Donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que les gens, en fait, tu es en train de leur dire qu'ils vont travailler toute leur vie et que dès qu'ils vont arriver à la retraite, ils vont commencer à avoir des problèmes de santé. Mais c'est pas la vie que les gens veulent. Tu vois ce que je veux dire? Donc, là, tu te dis, il y a un problème. En fait, dans notre société, en fait, on est formaté à un système de vie qui fait qu'au niveau médical, ben, on va te maintenir en vie le plus longtemps possible, mais pas forcément en bonne santé. Donc, le problème de la médecine, en fait, c'est qu'il n'y a pas de qualité de vie. Elle ne t'apporte pas la qualité de vie. Elle t'apporte une vie plus longue, mais pas forcément en bonne santé. Mais les gens, ils s'en foutent de ça. Ils s'en foutent. Moi, je préfère. Alors, toute la stratégie, en fait, aujourd'hui, c'est d'arriver à augmenter le chiffre de l'espérance de vie en bonne santé, qui est de 63 en France, à 83, 90, 100. Mais bon. tu sais, j'ai envie de te dire un truc. Moi, j'ai plein d'exemples. Plein d'exemples. J'en ai un personnel, et puis il y en a un qui est universel. Le personnel, je citerai, ma grand-mère, elle est morte à 83 ans, 93 ans, 93 ans. Elle était en bonne santé. À 93 ans, elle n'avait pas de problème de santé. Et elle est partie bêtement, hein, elle était à la maison de repos. Elle s'est levée la nuit pour aller aux toilettes. Elle n'a pas voulu déranger l'aide-soignante. C'était son tempérament. Et en se relevant, elle a glissé, elle s'est cognée la tête, donc hématome interne, donc hématome trop important. Donc elle est partie comme ça, mais elle était en bonne santé. Bêtement. Alors, voilà, si tu peux me dire, si on raisonne sur le plan spirituel, c'était son heure. Donc elle n'a pas souffert, mais ce que je veux dire par là, c'est qu'elle était en bonne santé à 93 ans.
C'est exceptionnel, 93. Donc c'est faisable. Mais il n'y a Ouais. pas qu'elle, il y a plein de gens qui arrivent à cet âge-là. Et l'autre exemple qui est universel, c'est que, en plus elle est française, c'est la personne qui a vécu le plus longtemps possible, qui a le record aujourd'hui, c'est Jeanne Calment qui a vécu 122 ans et 3 mois. 122 ans. Elle n'était pas malade. C'est Tu vois ce que je veux énorme. dire? C'est ses fonctions vitales qui se sont progressivement diminuées et éteintes et elle est partie comme ça. Donc elle n'était pas malade. Donc oui, c'est possible. Quand tu vois que Jeanne Calment, alors elle fumait pas 10 paquets par jour, mais elle fumait une cigarette par jour, elle buvait du vin, elle mangeait du chocolat. Je veux dire, voilà, elle n'a pas l'hygiène de vie de Brian Johnson. Tu vois ce que je veux dire? Donc, tu sais qu'il y a même des médecins fonctionnels, j'en connais un qui, c'est Georges Mouton, je crois, qui dit qu'il ne croit pas qu'on peut vivre jusqu'à 120 ans, sauf qu'il devrait être conscient qu'il y a déjà l'exemple. On le voit avec Jeanne Calment, on le voit dans les zones bleues aussi. Dans les zones bleues. C'est ce que j'allais dire. Ouais, exactement. Donc, et encore, dans ces zones bleues-là, ils ne pratiquent pas tout ce que nous, on est en train d'apprendre au niveau des possibilités d'augmenter l'âge biologique et la longévité. Donc, on constate qu'eux sont les plus âgés parce qu'il y a des normes qui caractérisent ça. Donc, c'est des normes qu'il faut appliquer, forcément. Hein. La gestion du stress, la cohésion sociale, le fait de manger peu de protéines, beaucoup de produits naturels, on en parlait tout à l'heure, l'alimentation. Un minimum d'activité physique. Donc, pour les personnes âgées, ça peut être du jardinage, de la marche. Tu vois, donc, on en revient à ces principes-là. Un air qui est peu pollué, zéro stress. Enfin, voilà, je veux dire, c'est un tout, en fait. C'est pas que la nutrition ou autre, mais c'est un tout, en fait. Et on se rend compte qu'il y a des points communs. Et quand tu vois que Jeanne Calment a vécu 122 ans en faisant ce qu'elle faisait, même si voilà, c'était pas hyper axé sur la qualité de vie et autres, on s'aperçoit que oui, c'est possible. Donc ces gens-là, en fait, nous disent, ouais, on peut le faire, mais si on le fait de la meilleure manière possible, ben, je pense qu'on peut vivre jusqu'à 120 ans, voire plus. Alors peut-être qu'il y a des prédispositions génétiques chez Jeanne Calment, sûrement, parce que je sais que dans sa famille, ils n'ont pas vécu autant qu'elle, mais ils ont vécu jusqu'à 90 et des poussières. Donc la plupart étaient quand même assez âgés. Mais au final, je dirais qu'on en est au tout début. Tu sais, c'est comme si là, on découvrait qu'en fait, il y a un sprinter qui est descendu en dessous des 10 secondes au 100 mètres. Ouais. Sauf que dans 20 ans, 30 ans, alors ça sera à une échelle plus grande, peut-être que dans 50 ans, on découvrira que c'est normal de vivre à 120. On se dira, bon, on va essayer d'atteindre les 150. C'est pour ça que je dis qu'on en est au tout début de ça. Et c'est vrai qu'on a déjà eu des exemples comme Calment ou comme d'autres personnes qu'on connaît dans les zones bleues qui vivent 105, 110, 115 ans. Et on se dit, oui, c'est possible, au final. Mais il y a des choses à respecter pour vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Tu ne peux pas vivre en bonne santé en bouffant des burgers, en bouffant des pizzas, en ne faisant pas de sport, en étant tout le temps stressé, en dormant mal. Enfin, à un moment donné, voilà, je veux dire, il y a une logique dans la nature qui fait qu'il y a des. Je dirais c'est des lois universelles pour moi, des lois universelles à respecter pour qu'on puisse vivre le plus longtemps possible en bonne santé. Alors, tu as même des gens qui raisonnent en disant voilà, moi je préfère vivre peu, mais bien. Ça rejoint un peu ce que je te disais. Peut-être que je ne vivrai pas longtemps, mais au moins je vivrai en bonne santé, j'aurai profité. Mais il ne faut pas confondre profiter dans le sens de faire des choses qui vont réduire ton espérance de vie en bonne santé. Donc profiter, ça ne veut pas dire faire de la merde en permanence. Fumer, machin, ouais. Ouais, voilà, donc profiter, c'est une chose. Mais après, moi je pense que profiter de la vie et apprécier la vie, c'est apprécier tout ce qu'elle te donne. Et quand tu vas dans la nature, ben, c'est produits naturels, c'est la marche, c'est respirer le bon air, c'est faire du sport, c'est voilà, bouger son corps. Et je pense que voilà, je pense qu'il faut en revenir à des choses basiques. C'est ce qu'ils font dans les zones bleues, hein, en fait, si tu regardes bien, hein, si tu as vu les reportages. Donc je pense qu'il y a ça de trucs. Et après, je pense que si on veut aller plus loin, et ça c'est la science, et ce qu'on observe avec Brian Johnson, là je pense qu'on pourra passer un cap plus important que ce qu'on a vu avec Jeanne Calment ou les zones bleues. On pourra beaucoup aller plus loin. Mais on en est au début en fait. Ouais. Tu sais, moi j'ai un raisonnement qui est très simple. Et je pense que tu vas le comprendre et je pense que tous ceux qui vont écouter le podcast vont aussi le comprendre, la logique de ce que je dis. Ça va te surprendre, mais moi, j'ai pas la prétention de dire aux gens qui vont vivre 120 ans, ni leur faire aller à 120 ans. C'est pourquoi? Parce que j'ai 53. Qui te dit que je vais vivre jusqu'à 120 ans, moi? Est-ce que tu peux le dire? Même moi, je peux pas le dire. Donc, Non. en fait, si tu veux, la personne idéale à écouter, ça serait quelqu'un qui, aujourd'hui, a 115 ans, et qui a respecté tous les principes qu'on voit en médecine fonctionnelle, en médecine anti-âge, en médecine longévité, et qui dit ça marche. Ce mec-là, oui, il a raison. Pourquoi? Parce qu'il a 110 ans. Moi, j'ai 53. Donc, je ne peux qu'observer
ce qui est censé marcher. Mais au final, j'aurais raison quand j'aurai 40 ans de plus, ou 50 de plus, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Donc au final, on a tous raison sans avoir raison. Tu vois ce que je veux dire? Parce qu'au final, la vérité, c'est notre âge qui va nous la donner dans ce qu'on fait. Donc c'est intéressant ce que fait Brian Johnson, parce qu'au final, quel âge il a? Je crois qu'il a 42, 43. Ouais, 43, ouais. Ben, j'ai envie de dire, le temps va nous dire des choses. Donc le temps, il va dans le bon sens. Si ce mec-là, il meurt à 80 ans, ben, moi, je pourrais conclure que ben, ce qu'il a fait, c'était pas bon. Ou du moins, dans l'ensemble. Parce qu'un mec qui fait ça, logiquement, il est censé vivre plus de 120 ans. Avec Est-ce que les ça va être- La question, est-ce que ça va être le cas? Donc oui, on est dans l'observation. Donc dans le lot, bien sûr, tu connais l'être humain, il y a des gens qui vont dire c'est la connerie ce qu'il fait, ça sert à rien. D'autres qui vont dire oui, ben moi je raisonne en disant voilà, j'observe, mais j'estime que les choses qu'il fait, ça va dans le bon sens, puisqu'il y a des chiffres qui parlent. Il y a son âge biologique qui diminue par rapport à son âge chronologique. Donc c'est positif. Maintenant, est-ce que ça va être le cas tout le temps jusqu'à 120 ans ou pas? Est-ce qu'il va y avoir des problèmes de santé qui vont apparaître ou pas? Après, il y a le côté génétique, au fait, est-ce qu'il est prédisposé à développer des choses ou pas? Tout ça, c'est super intéressant. Et je te dis, on en est qu'au début. Donc, tu vois, même si je fais ce métier et que je suis convaincu qu'on peut vivre jusqu'à 120 ans, et ma finalité à moi, hein, c'est de montrer que je peux le faire, en fait. Donc, ça prendra le temps que ça prendra, hein, puisque j'estime être au minimum à la moitié de ma vie. Et donc, je vais passer l'autre moitié à montrer que ben, on peut vivre plus longtemps possible en santé. Donc, j'ai envie de dire, tu dois faire, quand tu fais le métier que je fais, tu dois être la source, en fait. Tu dois être l'inspiration de ça. C'est ce que fait Brian Johnson pour les gens. C'est-à-dire que lui, il montre, en fait, qu'on peut le faire. Alors, il le fait de manière excessive, qui ne peut pas être recopié. Mais moi, j'essaie de le montrer de la manière la plus, on va dire, plus douce, parce qu'il faut que ce soit aussi adapté à chaque portefeuille. Mais voilà, et ça prendra le temps que ça prendra. Donc c'est vrai qu'il y a plein de gens spécialistes, des médecins aux États-Unis comme ça, mais ils ont tous 50, 40, 63, on le voit avec Gary, Breca, tous ces gens-là, je suis d'accord, on est dans le même bain si tu veux, dans la même soupe, mais au final, qui c'est qui a raison? Ben, celui qui aura raison, c'est celui qui va continuer à dire et faire ce qu'il fait et qui aura sa 20 ans en fait. Tu vois, au final, donc si tu réfléchis bien dans le raisonnement qui est logique, c'est oui, oui, ok, super, on va le faire, mais qu'est-ce qui nous prouve que ça va marcher? Ben ouais, mais quand tu auras l'âge qu'il faut pour le dire. Ouais, ouais. Ça C'est vrai paraît, que tu vois, mais en même temps, c'est logique ce que je dis. bah, dit comme ça, oui, ça remet l'église au milieu du village, comme on dit, ça, parce que ça reste un pari, finalement, parce que c'est vrai C'est qu'on ça. est un peu. Mais avec tous les indicateurs qu'on a, je pense que si on est éveillé et curieux, c'est vrai que ça reste C'est ça. factuel. Ouais, ça Mais reste c'est ça, en fait, je dirais, c'est ça qui fait le piquant et la beauté de la vie. Se dire, putain, ouais, mon chemin de vie, c'est de vivre le plus longtemps possible en santé, de montrer comment le faire. ouais. Tu vois, mais tout en profitant de la vie. Mais profiter de la vie, comme je te dis, c'est pas boire des sodas, fumer, sortir en boîte, boire des burgers, avoir une vie dissolue. C'est pas ça. Profiter de la vie, pour moi, c'est pas ça. Non, C'est tout l'inverse, en fait. Et donc voilà. 100%. 100%. Très intéressant. Et tu parlais aussi des zones bleues, tu m'avais partagé aussi quelque chose, j'ai mis le doigt dessus par la suite, tu m'avais fait le nom du bouquin. C'était au sujet de l'iode. L'iode aussi qui était justement précurseur de beaucoup de choses dans les zones bleues. Alors, tu en as beaucoup parlé déjà, mais c'est vrai que c'était tu peux nous en dire un petit peu plus justement sur cet aspect-là? Sur l'iode. Yes. Alors, je suis pas spécialiste de l'iode, mais je me suis rendu compte que, alors si, j'ai des connaissances, hein, je ne dirais pas que je ne suis pas spécialiste, mais en fait, moi, je me suis aperçu il y a 2 ans, alors, ça c'est arrivé avant, mais je me suis rendu compte, à un moment donné, que toutes les analyses d'urine d'iode, de 24 heures, étaient en carence, étaient négatives. Mais tous. Alors, j'observais 10, 15, 20, je me disais, mais il n'y en a pas un qui a un taux optimal. En fait, c'est une chose dont on ne parle pas, mais en fait, 100% des gens sont carencés en iode. Et ça, je peux te le confirmer sur toutes les analyses que j'ai, j'en ai pas un qui a un taux optimal. Pas une analyse. Et en fait, du coup, je suis tombé sur le bouquin du docteur Reliquet, Les pouvoirs de l'iode. Et c'est ça que tu comprends en fait que beaucoup d'études ont été faussées, qu'on a pris en compte une étude qui disait que l'excès d'iode pouvait engendrer des hypothyroïdies. Et donc, on est parti de ce précepte-là pour créer une peur en fait artificielle au niveau de l'iode et de dire que si on en prenait trop, ça pouvait engendrer des problèmes de santé, notamment l'hypothyroïdie. En fait, c'est complètement faux parce qu'on sait au niveau de l'iode qu'à partir de 3 mg, ce qui sont des dosages qui apparaissent comme très élevés, en fait, l'iode va dans d'autres organes, d'autres glandes que la thyroïde pour exercer ses effets positifs. Donc ça, c'est préventif au niveau de certains cancers chez l'homme et chez la femme, notamment les testicules, les ovaires chez la femme. Ça protège au niveau, au niveau cérébral. Ça protège aussi la muqueuse de l'estomac. C'est pour ça qu'on donne aussi de l'iode dans les problèmes digestifs. C'est antioxydant. Alors, la seule objection que moi je dois faire, la seule limite que je donne, c'est que quand on prend beaucoup d'iode
au-delà de 3-5 mg, il faut associer l'iode. Alors, on dit toujours le sélénium, mais il faut aussi associer l'iode avec le magnésium et la vitamine C. Pourquoi? Parce que ce sont les minéraux qui évitent, en cas d'excès d'iode, supplémentation, qu'il y ait une oxydation éventuelle de la thyroïde. C'est la seule précaution qu'il faut prendre. Après, au-delà de ça, on peut en prendre certains milligrammes. Alors, toujours guidé par quelqu'un qui s'y connaît, ça c'est important. De toute façon, les dosages en France, ils sont limités. C'est 150 microgrammes par jour, pas plus. Ça me fait penser à la vitamine C, 60 mg par jour. Tu vois, donc c'est pareil. Donc après, voilà, après, les gens font ce qu'ils veulent en termes de dosage. Moi, j'ai eu une expérience personnelle avec l'iode. Je suis monté à 12-13 mg pendant quelques mois. Là, je maintiens un dosage entre 3 et 6 mg par jour. Parce qu'on sait que pour refaire les stocks d'iode, il faut au minimum 6 mois à des dosages assez élevés. Et après, une fois que les stocks sont refaits, on peut maintenir un dosage permanent entre 1 et 6 mg. Moi, je suis entre 3 et 6. Donc voilà, après, c'est un choix perso. Chacun fait ce qu'il veut à ce niveau-là. Mais on sait que les dosages quotidiens sont très, très sous-estimés par rapport aux besoins du corps. Donc c'est hyper important. Et on voit par exemple dans les zones bleues, puisque tu parles des zones bleues par rapport à l'iode, notamment à Okinawa, qui mangent beaucoup de produits liés à la mer, notamment les algues. Et on s'aperçoit que l'iode est très élevé chez eux au niveau des analyses d'urine. Donc c'est un aspect positif, on va dire, en termes de santé et forcément de longévité, quand tous les autres secteurs liés à la longévité sont aussi optimaux. Et ça, je pense qu'effectivement, ça fait partie aussi, de mon humble point de vue, vraiment juste de lecteur, je dirais. C'est vrai que ça fait partie des petites choses. Si on met tout bout à bout, en fait, pour des raisons de santé, on se rend compte que dans ces zones bleues, il y a quand même des choses où, dû à la supplémentation, on peut quand même rectifier le tir. Après, c'est vrai que ça demande du temps. Là, comme tu disais, c'était à partir de 6 mois minimum pour la partie iode. En moyenne, effectivement, suivant, je dirais, la physiologie de chacun, en moyenne, à partir de combien de mois les personnes que tu accompagnes ont une vraie transformation? Alors, c'est pas une transformation en fait, c'est une atténuation des symptômes et une augmentation de l'énergie, de la vigueur, de la vitalité, une meilleure clairvoyance, un meilleur raisonnement. Après, c'est assez variable. En général, quand il y a vraiment une physiologie qui est déséquilibrée, au bout de 2-3 semaines, tu sens la différence déjà. Tu sens la différence en termes d'énergie, en termes de sommeil, en termes de récupération. Toi, dernièrement, là, c'est une qui me vient en tête, j'ai une DRH d'une grosse boîte en Suisse qui avait des coups de fringale, qui avait des coups de fatigue, qui n'avait pas forcément d'énergie, qui avait du mal à gérer le stress, le sommeil. Et là, en l'espace de 1 mois, donc 4 semaines, elle a vraiment senti la différence. Et elle trouvait ça même bizarre. Et du coup, elle se demandait si elle pouvait faire certaines choses. Elle dit non, tu ne changes rien. Parce qu'en fait, c'est quelqu'un qui veut perdre du poids. Donc au début, elle n'a pas perdu de poids, donc elle est restée au même poids. Et comme elle voulait perdre du poids, elle voulait, parce qu'elle était en jeûne intermittent. Donc je lui avais mis un petit déjeuner très léger. En plus, dans son petit déjeuner, avant le petit déjeuner, elle avait une détox métaux lourd, donc c'était un souci. Donc c'est très peu calorique, c'est surtout un effet physiologique important en termes de détox. Et du coup, elle se demandait si pour perdre du poids, elle pouvait revenir sur son jeûne intermittent. Et donc je lui ai dit non, parce que regarde l'évolution que tu as eue avec un petit déjeuner. Donc elle m'a rappelé les points positifs. J'ai dit non, les points positifs, c'est dû aussi parce que tu prends du petit déjeuner, donc ne l'enlève pas. Je dis augmente plutôt ton activité physique, peut-être un petit peu plus de cardio, donc tu vas utiliser plus de calories, mais n'enlève pas à ton corps ce que tu lui as donné et qui lui permet d'être dans l'état où il est aujourd'hui. Tu vois, donc il faut toujours essayer d'expliquer aux gens que ils en arrivent même à trouver que c'est pas normal qu'ils se sentent bien et qu'ils voudraient revenir à ce qu'ils faisaient avant parce que ils voudraient faire ci, faire ça. Mais en fait, non, il faut raisonner les gens et leur expliquer qu'en fait, oui, tous les points positifs que ça c'est dû à parce qu'on a mis ça en place. Ouais. Donc voilà, mais en général, oui, c'est assez rapide. Quand il y a vraiment une évolution positive, c'est assez rapide. Après, quand l'évolution n'est pas forcément immédiate et qu'il y a toujours de la fatigue, par exemple, c'est qu'il faut chercher ailleurs, ou du moins explorer un petit peu plus. Donc là, la personne revient vers moi, je reprends le dossier, et en général, soit je rectifie certaines choses, soit je demande à faire des analyses complémentaires, mais c'est plutôt rare parce que maintenant, mes analyses elles sont vraiment très complètes dès le départ. Ça me permet d'éviter de refaire des check-ups ou des analyses, de refaire faire des choses aux clients, du moins dans la période des 3 mois qui suivent la mise en place de la supplémentation. Ouais. Mais oui, en général, oui, c'est assez rapide. Comme je te disais, c'est assez rapide au niveau des retours. Donc voilà. Un mois, c'est super rapide, hein. Franchement, moi, c'est super rapide, même 3 mois, 6 mois. C'est vrai que quand je repense, je repense à moi quand je suis là, c'est vrai qu'en
en 6 mois, on sentait déjà une différence, personnellement. C'est vrai que je suis du profil un petit peu à m'oublier, etc. Je suis un peu trop fonceur, c'est pour ça que je fais appel à toi pour pas m'en préoccuper indirectement. Je pense qu'il faut, je mange ce qu'il faut, puis je pense à autre chose, et puis je vois, et puis un matin, je me lève, je me dis, putain, merde, j'ai plus ce complément, ouah, je suis fatigué, je suis pas bien, brouillard mental. Et au début, je me suis dit, en fait, bon, ça va, c'est peut-être pas la supplémentation, après tout, peut-être qu'il faut arrêter tout. Et puis, mon pot, il se finit, celui-ci se finit. Putain, je suis fatigué quand même. Je suis fatigué, là. Putain, j'arrive plus à prendre des décisions. Le sport, je suis bien dans le canapé quand même, on est au chaud et tout. Et là, tu te dis, putain, effectivement. Moi, j'ai vraiment ressenti comme ça. Du fait que je suis du genre à m'oublier, c'est quand j'avais un ou deux compléments en moins que je me suis dit, effectivement, ça marche. En fait, si tu veux, on a tous un raisonnement qui est lié à notre éducation, à nos propres croyances, qui sont des filtres, en fait. Et si tu veux, quand tu ne fais pas un travail sur toi, en dehors de celui que je fais avec le client, donc il y a un travail mental à faire sur toi, qui fait que dès qu'il y a une fatigue qui s'installe, en fait, cette fatigue-là, tu l'associes à un raisonnement. Et en fait, je te dis ça parce que moi, je l'ai vécu, hein, donc c'est aussi du vécu personnel. C'est que quand tu as la fatigue, en fait, tu as tendance à raisonner de manière alignée à ta fatigue, donc de manière négative. Et donc, ben, tu raisonnes comme tu viens de dire. Ben, ça, ben, je sais pas envie d'aller au sport, j'y vais pas. Tu vois. Alors que mes meilleures séances de musculation que j'ai faites dans ma vie, les plus productives, ça a été quand j'avais le moins envie d'y aller. Tu vois. Ah ouais. Donc au final, il faut pas s'écouter sur ce plan-là. Mm. Il faut se botter le cul, en fait. Le problème, c'est que moi, je peux pas botter le cul aux gens. Je peux juste leur donner la voie. Après, s'ils la suivent pas, forcément, ça marche pas. Ouais. Donc ça, c'est clair. Mais il y a aussi une part de volonté. Alors, c'est pas que la volonté, c'est surtout, je pense, les pensées racines. Ce que j'appelle moi les pensées racines qu'on a dans la tête. Comme tu disais, voilà, tu retombes facilement dans la négativité, ce qu'on appelle la négativité, mais c'est pas une négativité en soi. C'est un Mm. raisonnement mental que tu as eu l'habitude d'avoir quand ça allait pas. Donc quand ça va pas, en fait, ce schéma-là se répète. Donc pour arriver à casser ce schéma-là, en fait, ben oui, tu te donnes les moyens de te sentir mieux. Mais si tu commences à te sentir mieux, ces pensées négatives-là vont partir. Et en fait, tu vas avoir à cœur de maintenir cet état-là. Après, pour revenir sur le timing au niveau des ressentis, souvent ça prend un petit peu plus de temps parce que quand c'est des carences hormonales, comme la testo par exemple, chez l'homme, quand elle est très basse, elle ne remonte pas forcément en un mois de suite. Donc c'est des ressentis qui sont plus progressifs, plus lents, mais qui sont là, il faut être patient. Et c'est vrai que là aussi, la patience est importante parce qu'on ne peut pas avoir un résultat forcément immédiat, même si généralement c'est le cas, du moins commencer à en avoir. Mais voilà, il faut aussi avoir une patience par rapport à tout ça, quoi. Ouais, totalement. Ce qui était mon cas pour en parler, vu que finalement c'était la testo et on se parle sans supraphysiologique, on est à peu près à plus 50% en quelques mois et ça change la vie, quoi. Ouais, voilà. Ça change la vie. Ça change la vie. Ouais, Super. la testo, c'est très, très particulier, même si ça a l'air anodin, mais bon, moi, c'est ma spécialité. J'adore tout ce qui est hormonal chez l'homme, hein, puisque j'ai vécu pas mal de choses par rapport à ça, mais ça prend du temps, la testostérone. Ça prend énormément de temps, parce qu'aujourd'hui, comme je te disais, il y a les perturbateurs endocriniens, il y a aussi eu la période anti-Covid, vaccination Covid, pardon, qui aujourd'hui, je constate, moi, personnellement, que ça a un impact sur le taux de testo. Donc, Ok. pas de tous, mais au moins 20% des gens qui ont des problèmes de testo, du moins que je suis, c'est lié. Alors, on sait que c'est lié parce que, si tu veux, ces personnes-là sont venues me voir parce qu'ils se sont rendus compte en fait que leur taux de testo avait chuté après la vaccination. Et que rien d'autre avait causé ça. Donc on le sait, ça vient de là. Maintenant, quel est le processus? Voilà. Après, moi, je travaille sur le fait de remonter, mais c'est vrai que c'est une stratégie qui est quand même un petit peu différente parce que c'est une stratégie qui se fait sur du long terme. Elle ne se fait pas, voilà, en un mois, tu ne vas pas remonter ton taux de testo. Alors que même si le vaccin te l'a bousillé en un mois ou deux, tu vois, donc c'est un peu compliqué. Et puis après, Ouais. dire aux gens, ben voilà, tu ne peux pas dire aux gens, il ne fallait pas vous vacciner parce que la pression était tellement énorme que les gens étaient malheureusement, même sans le vouloir, ils étaient obligés de le faire. Donc voilà, Ouais. c'est un problème qui est assez important et qui fait que voilà, tu as beaucoup d'hommes qui ont un taux de testo qui bat. Alors après, tu as des rumeurs qui circulent, je dis rumeurs parce qu'il n'y a rien de prouvé, mais des gens qui disent que la vaccination a aussi été faite pour, entre guillemets, stériliser une partie de la population, hein. Donc bon, Ouais. je dirais pas jusque-là, mais en tout cas, j'ai quand même des éléments qui vont dans ce sens-là, quelques-uns. Voilà, parce que si c'était le cas, tous les hommes seraient avec des taux de testo effondrés, ce n'est pas le cas.
Mais on voit quand même qu'il y a quand même un impact sur l'androgénicité, donc forcément sur la fertilité, quoi. Il y a des questions à se poser. Il y a des questions à se poser. Ouais. Ça, c'est franchement, tu prêches un convaincu. Tu prêches un convaincu. Super. Bah, écoute, Laurent, moi, j'ai beaucoup apprécié cet échange. Moi aussi, avec plaisir. Ouais. Il nous a donné pépite sur pépite. Je suis content parce qu'au moins, si la personne a pris le temps avec nous, a pris 7 heures aussi avec nous, la personne sait maintenant quoi faire, ce qu'elle ressent et potentiellement ce que ça peut lui apporter aussi de changer des choses. Parce que c'est vrai que la vie franchement passe trop vite, ça fait des dégâts. Et rien justifie le fait de ne pas vivre la vie à 100%. Ça commence par la physiologie optimisée, quoi. C'est ça. Alors pour ceux qui veulent avoir beaucoup plus d'informations, hein, je me permets de le citer sûr. ici. J'organise mon séminaire sur la longévité le 7 février, le samedi 7 février à Genève, sur une journée. Donc ceux qui peuvent venir, c'est avec plaisir. Les places seront limitées, donc on est déjà à la moitié. Je pense que d'ici fin décembre, à mon avis, pour Noël, ça sera sold out. Donc on parlera donc de la longévité, on va aborder certains des thèmes qu'on a abordés, mais on va aller beaucoup plus loin sur les aliments, sur les suppléments, sur les analyses à faire, sur les menaces, et on a parlé, la radiation, et tout ça. Et je serai accompagné pour certains thèmes précis, comme le froid et la longévité, de Max Frost. Je ne sais pas si tu connais Max Frost, qui est le spécialiste français, le jeune, là, qui est spécialiste du froid. Et j'aurai également le docteur Ador Gwenolé, qui est anesthésiste de formation, mais qui est passionné aussi par le biohacking et la longévité, qui est sur Lausanne, qui traitera du thème activité physique et longévité. Et j'ai mon ami Aurélien Nunez, docteur fonctionnel, avec qui je travaille, qui lui développera le thème les aliments pour la longévité. Donc voilà, on sera quatre personnalités dans cette journée-là. Et donc pour ceux qui sont vraiment intéressés de vivre une journée passionnante sur comment atteindre la longévité la plus importante, de venir et on se fera un plaisir de les accueillir. Ouais, 100%, on mettra un lien justement applicable. Et tu es aussi également sur 2 autres projets pro, je crois, pour proposer d'autres services, il me semble. Oui, on va créer le premier trimestre 2026, on va créer Optimalife. On va proposer des services d'optimisation de la physiologie interne sur 3 produits différents. Donc un produit low ticket, medium ticket et high ticket, donc pour permettre à toutes les bourses de pouvoir faire appel à nous. Donc ça, c'est un projet dans lequel je m'associe avec le docteur Nunez et un homéopathe et naturopathe ami à moi, Laurent Roche, qui exerce dans le sud de la France. Donc on est tous les 3, donc si tu veux, c'est un super cerveau qu'on aura à 3 pour traiter toutes les demandes. Il y aura la mienne, celle d'Aurélien et celle de Laurent. Donc voilà, ce que je voulais moi, c'est offrir aux gens le maximum on va dire, d'expertise et de solutions à apporter. Donc à 3, on est toujours meilleur que tout seul. donc voilà. Et puis en janvier va sortir l'application, la web app Lilo, qui va permettre aux gens de pouvoir commander au meilleur prix, dans les meilleurs délais, les analyses qui ne sont pas remboursées. Alors c'est uniquement valable pour les Français et les Suisses pour le moment. On démarre avec la France et la Suisse. Et donc en fait, c'est un site sur lequel tu pourras commander, comme si tu commandais tes compléments, tu vas pouvoir commander les analyses, coenzyme Q10, le zinc, l'homocystine, en fait, au prix les plus bas du marché en Europe. Donc ça, c'est génial. Pour un abonnement annuel de 49,90, tu peux faire autant de commandes de prise de sang que tu veux, et donc tu reçois le flux de prélèvement chez toi. Et après, il suffit de te faire prélever le sang, soit dans un labo à côté de chez toi ou par une infirmière à domicile. Après, tu renvoies le kit et tu reçois les résultats sous une quinzaine de jours. Donc ça, c'est très rapide et surtout avec les prix les plus bas. C'est ce que recherche les gens aujourd'hui. Les prix les plus bas et les délais les plus longs, parce qu'en France, pour certaines analyses, tu peux attendre 6 semaines, 8 semaines, 2 mois, jusqu'à 2 mois. Ouais. Donc voilà, c'est des projets qui sortent. Ouais, super. Ouais. Au sujet des délais, j'ai un copain avec qui on avait échangé justement après nos analyses. Il est parti en faire aussi de son côté, juste par acquis de conscience, comme ça. Et pareil, ça a mis 8 semaines. Ça a mis 8 semaines. Ouais, c'est ça. Entre un mois et 2 mois. Ouais. Ouais, c'est ça. Là, avec le laboratoire partenaire qu'on a, ça va être vraiment un grand maximum 3 semaines. D'accord. Parfait. Super. Merci beaucoup, Laurent, pour ton temps. Avec plaisir, Simon. Et au plaisir. Et il y a un lien qui est dans la description pour ceux qui veulent participer directement à ton événement à Genève. Super. Merci beaucoup.